Nouvelle découverte sur le noyau des atomes 2. Comme mentionné précédemment, en raison de la symétrie et de l'absorption des protons par la couche électronique des neutrons dans le noyau d'hélium, les résultats suivants ont pu être obtenus. D'après les figures et la résultante des vecteurs de force, on pourrait dire que chaque proton absorbe 2 neutrons et repousse l'autre proton. D'une certaine manière, la résultante de ces forces est nulle, donc notre structure est stable. Puisque l'effet des protons sur les neutrons est plus petite que celui des protons sur les protons, donc l'espace libre entre 2 neutrons est presque inférieur à l'espace libre entre 2 protons. Approximativement, on pourrait dire que si l'espace libre entre 2 neutrons est égal à la taille d'un proton, l'espace libre entre 2 protons est de l'ordre de quelques protons. En fait, comme la répulsion entre 2 protons qui est égale à l'absorption entre un électron et un proton est beaucoup plus grande que l'absorption entre le neutron et le proton, on pourrait donc en conclure que l'espace libre entre 2 neutrons est d'environ 1 proton. Et l'espace libre entre un proton et un autre proton est d'environ 2 protons et demi. Nous pouvons donc dire que la figure précédente est la résultante finale de l'effet des neutrons sur les neutrons, des protons sur les protons et des neutrons sur les protons. Et l'espace libre entre 2 protons sera environ 2 fois et demi la distance entre 2 neutrons. En fait, on pourrait dire que la résultante de toutes les forces d'attraction et de répulsion est nulle. Et dans ce cas, le noyau d'hélium présente l'équilibre et la stabilité les plus élevés. Le noyau de l'hélium est un noyau symétrique et nous pourrions placer les axes de symétrie dans la direction que nous voulons. Cette forme particulière pourrait elle-même expliquer pourquoi l'hélium est un gaz inerte. Explication de la structure du noyau d'hélium. Bien que dans le noyau d'hélium, les neutrons et les protons se font face par paire, mais en termes de hauteur, les protons sont plus bas que les neutrons. Cette disposition des neutrons et des protons dans le noyau d'hélium est une structure logique, équilibrée, symétrique et suffisamment stable pour son noyau. Sa structure peut donc être expliquée en considérant la force de Coulomb comme suit. Étant donné que chaque neutron est composé d'un électron et d'un proton, et que l'enveloppe extérieure du neutron est constituée d'électrons, on pourrait dire que l'enveloppe extérieure d'un neutron a une charge électrique négative ou crée un environnement de charge négative autour de lui. Et les protons peuvent être absorbés par l'enveloppe du neutron et être attirés vers elle. En fait, chaque proton est absorbé par 2 neutrons et est repoussé par le proton qui lui fait face. En fait, chaque proton est affecté par 3 forces qui comprennent 2 attractions
et une répulsion. Et comme la résultante de ces forces est nulle et qu'il est enfermé entre elles, on peut dire que chaque proton est fixé en un point précis. Le noyau de l'atome aura donc une stabilité à long terme. Situation des vecteurs de force. Il faut noter que la force de répulsion entre deux protons est plus grande que celle de deux neutrons, ce qui donne une forme rhombique au noyau d'hélium vu de dessus. Remarque. La quantité de force de Coulomb entre les protons et les neutrons est très faible. Mais le modèle de placement des neutrons et des protons rend le noyau très stable. Explication de la création de noyaux plus lourds que l'hélium. Sur la base de la structure du noyau d'hélium, pour créer les éléments suivants, nous devons ajouter respectivement un proton et un neutron. Si nous continuons ce processus d'ajout de protons et de neutrons, nous atteindrons l'élément hexagonal, le carbone. Mais comme la structure du noyau doit être une structure dense, continue, compacte et stable, ce processus ne peut être poursuivi. Par conséquent, la structure du carbone avec 6 protons et 6 neutrons est la base des éléments plus lourds et le processus d'ajout d'un proton et d'un neutron ne peut être poursuivi. Explication de la création de noyaux plus lourds que le carbone. Comme vous pouvez le voir sur la figure, la structure des éléments plus lourds est telle que les noyaux des éléments plus lourds sont formés par l'ajout de neutrons et de protons à l'anneau hexagonal du carbone. Mais cette addition de neutrons et de protons est telle qu'en plus de cet anneau à 6 côtés, 3 anneaux à 5 côtés sont formés symétriquement. Ainsi, un côté de chaque pentagone et un côté de l'hexagone central sont communs.
Il convient de noter que dans le processus de formation du noyau des éléments, l'ajout de neutrons et de protons se fait de manière à ce que le noyau de l'atome souhaité obtienne la structure la plus symétrique et la plus équilibrée.
L'ajout de neutrons et de protons se poursuit jusqu'à la formation du noyau de l'élément argon avec 18 neutrons et 18 protons à 4 anneaux. Par conséquent, la structure du noyau de l'argon peut être considérée comme une base pour la formation de noyaux d'éléments plus lourds. Par exemple, examinons l'isotope stable le plus abondant de l'argon, qui possède 4 neutrons supplémentaires. La forme du noyau 1822 de l'argon est telle que chacun des 4 neutrons supplémentaires est placé à l'intérieur de l'un des 4 anneaux et crée une structure symétrique et stable. Cela montre la justesse de cette structure. Explication de la création des noyaux plus lourds que l'argon. En fait, l'argon avec 18 protons et 18 neutrons est un anneau hexagonal et 3 anneaux pentagonaux comme première couche complétée dans les noyaux. Le krypton, avec 36 protons et 36 neutrons, possède 2 couches complètes, la seconde étant placée sur le dessus de la première selon un angle approprié. En fait, pour les éléments plus lourds que l'argon, la structure du noyau est complétée de telle sorte que les neutrons et les protons suivants vont dans la couche supérieure et tournent proportionnellement à l'axe central, formant d'abord l'hexagone de la deuxième couche, puis le même processus de formation que la première couche continue jusqu'à atteindre le krypton. Après le krypton, il est temps de former la troisième couche, qui est la même que la première couche en termes d'angle de placement. L'élément dont la troisième couche est terminée est le xénon, avec 54 protons et 54 neutrons. Puis la quatrième couche commence à se former et on arrive au hafnium avec 72 protons et 72 neutrons. Ces couches sont placées sur la structure du noyau d'argon selon un angle approprié, de sorte qu'il présente l'état le plus équilibré et symétrique. Cette tendance se poursuit également pour les éléments plus lourds. Par exemple, considérons l'or de numéro atomique 79. Il s'agit du même élément que M. Rutherford a utilisé dans sa célèbre expérience qui a permis de découvrir l'existence d'un noyau au centre de l'atome.
Le noyau de cet élément est composé de 4 couches complètes similaires à l'argon et d'une couche incomplète de 7 protons et 7 neutrons. L'or possède 39 neutrons supplémentaires dans son isotope stable, qui sont situés dans la cavité centrale des hexagones et pentagones et dans les espaces entre les 2 protons de toutes les couches. Comme vous pouvez le constater, le noyau d'or présente une symétrie et une cohérence suffisantes ainsi qu'une forme sphérique, ce qui est tout à fait conforme aux résultats de l'expérience de Rutherford. Remarque. Comme mentionné, la quantité de force entre les neutrons et les protons dans le noyau est faible, et leur permanence est due au modèle de placement des protons et des neutrons. La question est de savoir quelle est la source de tant d'énergie générée par la fission nucléaire. En effet, lors de la désintégration des noyaux, l'énergie principale est liée à la rotation des noyaux, qui tournent sur eux-mêmes à une fraction de la vitesse de la lumière. En d'autres termes, comme les noyaux tournent sur eux-mêmes à une fraction de la vitesse de la lumière, lorsqu'un noyau se désintègre, les neutrons et les protons, ainsi qu'un certain nombre des photons qui composent ces particules, se séparent du noyau à une vitesse similaire. En fait, la haute énergie de la fission nucléaire est due à la grande vitesse de rotation du noyau.